Bonjour à toutes et à tous, je m'adresse à vous ce jour pour vous présenter une démarche d'évaluation qui est aussi une démarche d'enseignement sur le thème de l'enseignement du savoir nager. Alors la présentation répond à un double contexte, on va dire double objectif, mais surtout double contexte. Le premier, c'est celui qui consiste à accompagner les enseignants toujours plus dans le domaine de l'enseignement du savoir nager. Et donc accompagner, ça suppose de produire des ressources, d'expliquer, d'expliciter justement comment ces ressources sont construites pour que vous puissiez vous les approprier toujours mieux. Donc voilà, on est sur ce cycle qui a débuté déjà avec mes prédécesseurs et beaucoup d'enseignants, formateurs sur l'académie, avec des éléments qui sont installés sur le site EPS académique sur l'onglet Accès Lagon. Voilà, la volonté d'accompagner ou de voir les pratiques d'enseignement se transformer, il faut aussi la considérer dans un contexte d'austérité budgétaire, voilà, il faut le dire de façon explicite. Et sur l'Académie de Mayotte aussi, il y a un principe de réalité, hein. C'est pas juste de l'austérité. Je pense que c'est pas totalement illogique de considérer que les efforts qui sont consentis en matière budgétaire, c'est près de 700 000 euros pour la ligne de transport et faire en sorte que nos élèves accèdent avec les compagnies de bus sur les différentes plages de l'île. À ça, il faut ajouter les efforts qui sont consentis par les établissements en termes de dispositifs et de surnuméraire encadrement. Voilà, trois enseignants pour deux classes. Vous connaissez mieux que moi ces éléments. Donc finalement, ces efforts d'encadrement, c'est aussi un budget rectorat. Donc voilà, on peut le consentir, mais à un moment donné, quand on approche le million d'euros, on va questionner les résultats. On nous pose la question, OK, tout ça, pourquoi? Donc, on est amené à justifier les résultats, ce qui n'est pas tout à fait illogique. Donc, voilà, accompagner les enseignants et pouvoir recueillir des résultats à l'échelle de tous les établissements avec des niveaux de compétences, voilà, qui se situent un petit peu plus haut. Ça pourrait permettre d'éloigner une menace qui est assez nette aujourd'hui. Je vous la décris. Il n'est pas impossible à moyen terme que les établissements qui se situent à plus de 20 minutes d'un site, ils sont nombreux sur l'académie, finalement, voient cette activité disparaître de leur programmation. Donc on a besoin de dire, on se déplace, ça coûte ce que ça coûte, mais on est efficace et voilà la plus-value en termes de comportement élève et d'autonomie dans le milieu. Le deuxième élément de contexte, c'est que en ce moment, je me déplace accompagné de la direction régionale UNSS dans les établissements avec un fil rouge en matière de pilotage qui est centré sur la manière dont les projets EPS se saisissent de la question de l'évaluation pour faire en sorte que tous les contenus qui sont formalisés, les enseignants se les approprient de façon très concrète et ça se vérifie parce que ils sont capables de proposer des situations d'évaluation communes à tout un niveau de classe et pouvoir prendre connaissance des résultats et mieux, on va dire, remédier ou repenser les contenus jusqu'au niveau d'après. Donc voilà, on a des pratiques d'évaluation qui sont installées ou vraiment, véritablement au service des apprentissages. Pour reprendre le thème central d'une des dernières vidéos podcast proposées. Donc voilà, le fil rouge, c'est une volonté de la rectrice que d'installer à l'échelle de l'académie des fonctionnements établissements autour de cette culture de l'évaluation, pas une évaluation déconnectée, pas une évaluation sans sens, pas une évaluation qui apporte de la data, mais une évaluation qui permet vraiment de pouvoir proposer des contenus toujours plus adaptés à nos gamins, avec un suivi de cohorte toujours plus fin pour gagner en efficacité. Voilà, donc ça c'est le fil rouge. Voilà, donc je vais partager maintenant mon écran, maintenant que vous avez cerné les éléments de contexte, pour accéder au document support, qui est vraiment construit, comme je vous l'ai dit, comme une ressource à part entière.
Donc c'est un diaporama hein, qui est prévu avec forcément plusieurs diapos. Sur la diapo 2, l'enregistrement que je réalise en ce moment, vous y accédez et ça vous permet, je pense, moi, d'accéder à un certain nombre d'éléments de compréhension. C'est-à-dire, c'est pas une injonction, c'est comme avec vos élèves. Quand le prof il dit à ses élèves, voilà ce que je vous demande de faire, s'il comprend à quoi ça sert, il a plus de chances de le mettre en place. Mais on est vraiment dans cette logique-là ici. Donc, accéder à cet enregistrement, c'est accéder à des éléments de compréhension qui peut faciliter votre adhésion. Euh, la troisième diapo, vous découvrez finalement à la fois les libellés de chacune des situations d'évaluation. Vous découvrez que finalement, il y en a sept et que pour chacune d'entre elles, il y a un QR code. Bien sûr, vous êtes familiarisé à ce fonctionnement. Dès que vous le flashez, vous accédez à une vidéo pour disposer d'un visuel de la description de cette situation. Alors pourquoi finalement cette démarche d'évaluation se confond avec une démarche d'enseignement? Tout simplement parce que la réussite et ce que vous allez valider sur une situation en particulier peut s'apparenter à des éléments d'apprentissage qui vont faciliter l'accès ou la réussite à l'étape supérieure. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle chacun des éléments validés sur une situation d'évaluation devient le prérequis qui facilite la réussite sur l'étape ultérieure. La septième situation, on pourrait dire que c'est notre situation d'évaluation finale où la forme de pratique scolaire, elle est installée sur un élément institutionnel qui est la SNS. Pourquoi je n'ai pas proposé le pass nautique en situation d'évaluation numéro 6? Parce que le pass nautique, il n'engage pas les élèves sur une logique de partir et revenir, donc d'aller-retour. Donc moi, j'ai construit des éléments de la démarche. Voilà, donc vous aurez la possibilité de rajouter le pass nautique sans aucune difficulté. Vous pouvez voilà, ça sera à vous de définir à quel moment c'est le plus pertinent de le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, chacune des situations, de la 1 à la 6, est une situation préparatoire à la réussite de la SNS. Alors, il y a un vrai gap hein, entre la 6 et la 7 et charge aux équipes de faire des propositions pour combler un petit peu ce vide-là. Voilà. Ce que je voulais aussi faire comprendre, c'est qu'il y a une conduite typique euh, qui sert un petit peu de focus, c'est la conduite typique à abattre, qui lorsqu'on la visualise, concerne voilà, le réflexe de redressement et une inspiration frontale qui vient voilà, de façon assez explicite, rompre l'alignement du grand axe du corps, bien sûr augmenter, enfin voilà, changer l'équilibre de nage et augmenter les résistances à l'avancement, donc euh, on pourrait dire augmenter l'épuisement ou limiter l'économie de nage. Donc voilà, ça c'est une situation qui va d'une certaine manière orienter une grande partie de vos remédiations, de vos interventions, de l'étayage sur la séquence ou les différentes situations, les différentes séances d'enseignement. Je reviens sur le diaporama. Donc finalement, les situations d'évaluation telles qu'elles sont construites, euh, il y a une obsession, c'est de pouvoir observer que la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale et que de façon très très explicite, vous devez pouvoir dire à l'élève que lorsqu'on observe ce réflexe d'inspiration frontale, euh, pour créer une analogie qui soit parlante, c'est comme si en son longueur, un élève faisait un mordu. Donc, si l'élève mord, il y a essai, et donc il n'y a pas de mesure. Dans la mesure où l'élève va être très fortement engagé sur des distances à nager toujours plus importantes, donc vous allez mesurer
les distances qui sont parcourues par les élèves. Dans ce contexte-là, si vous observez ce type d'inspiration, vous lui dites, ah bah là, tu ne peux pas être mesuré, tu ne peux pas être validé. Donc le record que tu aurais pu battre, finalement, il ne se vérifie pas. Il y a même pas de discussion, tu recommences de là où tu es parti. Donc voilà, il y a un vrai focus et une vraie obsession sur ce comportement. On peut dire que voilà, il y a une immense partie de la démarche d'enseignement qui est construite autour de la lutte contre cette rupture d'alignement. Ensuite, les diapos, elles décrivent chacune des situations d'évaluation. Donc, je vous l'ai dit, c'est très très important de ne pas faire l'économie de parcourir le but pour l'élève de cette situation. Finalement, qu'est-ce que cette situation apporte à la démarche dans son ensemble? En quoi le fait d'apprendre à, à faire une apnée, à bloquer son inspiration et à être capable de ne pas respirer pendant un certain temps, 20, 30, 40 secondes et peut-être au-delà, ça apporte sur le reste, ça rend service à l'élève ou ça facilite la réussite dans les situations qui suivent. Donc tout ça, c'est expliqué, c'est toujours voilà, cette première encart, quel est le but pour l'élève et en quoi, lorsque l'élève atteint le but, ça vient faciliter sa réussite pour les démarches, pour les étapes qui vont suivre. Vous avez un descriptif de l'aménagement matériel, très très important sur les différentes situations. Là, ici, si je fais une petite parenthèse, je peux dire que les enseignants, ils sont en difficulté et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. S'ils sont en difficulté dans le lagon, c'est parce qu'il n'y a pas de matériel qui existe, il n'y a pas de matériel créé. Si on prend un gymnase, les lignes au sol, quand vous arrivez, elles sont déjà là. Les coupelles, bien sûr, vous les rajoutez, mais ce matériel, il a déjà été inventé, il est créé. Vous pouvez vous en saisir pour affiner les dispositifs matériels qui vont faire que vous avez un effectif en particulier qui travaille dans un espace en particulier. Cette réflexion et cette dimension, vous êtes très en difficulté sur cet enseignement lagon. Et c'est pas tout à fait illogique, puisqu'en fait, le matériel, c'est souvent à nous de le construire. Les dispositifs, c'est à nous de les imaginer. Donc, les maîtres nageurs, voilà, ils sont déjà assez créatifs là-dessus, mais il faut aller beaucoup plus loin sur cette question-là. Donc, voilà, il y a des exemples, mais ça explique aussi une partie des difficultés que vous rencontrez. Pour chacune des compétences, si je m'intéresse maintenant à la validation, vous avez trois niveaux de réussite qui pourraient s'apparenter, si on prend les CCF Bac, où vous savez, quand le canevas de la présentation d'une situation d'évaluation, il y a principe d'élaboration de l'épreuve, et puis ensuite, pour chacun des critères et des compétences qui sont ciblées, vous avez 4 degrés de positionnement. Donc c'est degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, hein, pour rappeler une culture IDOCO. Eh bien là, nous, on n'a pas 4 degrés, on en a 3. Mais pour chaque niveau de compétence, on insiste plutôt sur des éléments voilà, d'une évaluation positive. C'est-à-dire qu'un élève, finalement, il est déjà médaillé sur le plus petit niveau. Voilà, je n'ai pas besoin de détailler la logique, vous la comprenez bien. Et pour chacune des situations d'évaluation, vous avez ces trois niveaux. La dernière colonne ici, bien sûr, elle vous permet d'accéder aux indicateurs à partir desquels vous validez ou vous ne validez pas la situation, voire le passage du bronze à l'argent, de l'argent à l'or. Si c'est décrit en ces termes, c'est que finalement, ce que vous validez, l'élève, dans les dispositifs qui sont la plupart du temps réfléchis, il est complètement installé dans le dispositif d'évaluation ou de coévaluation et il est capable, lui aussi, de se positionner pour les réussites ou les prestations de ses camarades. Alors, voilà, vous avez compris le principe. La phase sur laquelle on travaille en ce moment, c'est l'outil qui va nous permettre de recueillir les résultats de tous les élèves.
Donc, il faut bien comprendre que comment je pourrais dire ça? Le nerf de la guerre, ou un petit peu l'épreuve de vérité, c'est combien d'élèves vous allez être capable, pour combien d'élèves vous allez être capable de proposer des résultats. Voilà. Donc, si il y a la moitié des enseignants de l'équipe qui se saisissent, bah, forcément, on aura la moitié de l'effectif qui sera positionné là-dessus. Et il y a des enseignants qui me posent la question et qui me disent à quoi ça sert. Bon, je perçois bien le petit versant un petit peu critique qui consisterait à penser que finalement c'est des données qui vont servir des statistiques du rectorat. Non, non. Franchement, non. Alors, je pourrais vous dire oui, puisque je vous ai dit que on devait justifier d'un certain niveau d'efficacité pour continuer à se rendre sur les différents sites. Oui, mais là, c'est un argument corpo, ça. Voilà. Euh, mais à l'échelle des équipes, c'est juste pour pouvoir dire ou pouvoir prendre conscience, quand on est sur un ressenti global, voilà, mes élèves ont progressé, ouais, comment je peux le quantifier? Combien de mes élèves, on pourrait, si je reviens voilà, aux premières diapos, ici, c'est pas du tout gênant de considérer qu'à l'issue de la 12e séance qui a été proposée, finalement, la totalité de mes élèves s'est arrêtée à la situation d'évaluation numéro 4. Et que sur cette totalité d'élèves, si vous avez 560 sixièmes, eh bien, sur cette situation d'évaluation numéro 4, vous en avez 510 qui a validé la médaille de bronze. Vous en avez donc 40 supplémentaires qui ont validé la médaille d'argent et puis 10 autres qui ont validé la médaille d'or là-dessus. Et puis ensuite, on n'est pas allé plus loin. C'est pas grave. Mais on sait précisément, voilà, où se situent nos élèves. Et moi, je pense que même si là, la natation, c'est pas forcément le meilleur exemple, puisque on est installé sur une séquence, elle est rarement prolongée par une seconde séquence au collège. Mais si c'était le cas, on pourrait fonctionner sur la base de ces résultats-là. Donc ces aspects-là, moi, je vais vraiment les détailler, essayer de justifier un petit peu la démarche, si tant est que j'en ai besoin. Mais j'ai déjà des petites questions qui me font penser que j'ai besoin d'expliciter ces aspects-là. Dans le passage du collège au lycée, voilà, il y a des éléments qui sont déterminants, mais dans la gestion, vous, de vos progressions, voilà, on ne va pas travailler, on va dire, à partir d'une évaluation un petit peu au pif. Voilà, on aura des éléments très concrets qui permettent de réajuster les contenus pour accéder au niveau d'après. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette démarche? Voilà, vous aurez des annexes qui seront proposées derrière. Oui, je vais revenir euh, au tout début. L'aménagement matériel, j'ai dit à quel point il était important, et puis il y a des éléments de compréhension. Hein, voilà, quand je vous disais que ces dispositifs-là, il y a une grosse partie d'éléments qu'on doit créer, pour lesquels voilà, il faut un petit peu se creuser la tête et avoir une vraie pensée technique pour faire en sorte que on crée le matériel qui facilite la répartition de nos effectifs dans les différents espaces. Un élément aussi, un point de vigilance qui concerne le blocage inspiratoire. Les premières situations d'évaluation, elles insistent vraiment sur la nécessité de pouvoir augmenter le volume d'air contenu dans la cage thoracique, parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter le volume corporel immergé, donc d'augmenter la composante de flottaison. Et c'est parce que l'élève, il comprend que une force le porte, donc une force la mène en surface, qu'il peut se relâcher. Donc il y a cet élément, il est déterminant en termes de compréhension. Il n'y aura pas de relâchement, notamment de la nuque, puisque vous avez compris que c'était un élément central. Il n'y aura pas de relâchement si cette composante de flottaison, elle n'est pas comprise, et il faut que l'élève voilà, il change de dimension ou il change de volume pour pouvoir l'observer dans le milieu. Donc en fait, on va beaucoup travailler sur ce travail de blocage inspiratoire. Et dès lors que vous allez commencer
à travailler notamment sur la propulsion pour forcément travailler sur cette idée de déplacement autrement qu'avec une poussée ou autrement qu'avec une poussée élève dans le cadre d'un plongeon, une poussée d'un camarade dans le cadre ce que j'ai appelé fusée poussée. Euh, S'il y a une reprise de nage derrière, des mouvements de bras, donc un travail de propulsion, il faut qu'on puisse s'engager très vite et que vous soyez vigilant sur une expiration. Voilà. Donc, comme nous, on aura beaucoup travaillé sur le blocage inspiratoire, il est possible que l'élève il ait du mal à poursuivre avec une expiration qu'on souhaite forcer pour que l'inspiration devienne réflexe par la suite. Donc, c'est un point de vigilance sur lequel voilà, j'attire votre attention. Autre point de vigilance, j'en ai parlé un petit peu, c'est que moi, j'avais tendance à dire que le mode de propulsion, pour que ça perturbe le moins possible euh, la posture d'allongement max et donc d'économie de nage, voilà, pour que ça perturbe le moins possible, j'avais tendance à privilégier une propulsion jambe, mais les retours dont vous faites part très régulièrement, c'est que quand l'attracteur naturel pour un élève sur le battement jambe, c'est de pédaler plutôt que de fouetter, bien, ce qui peut lui permettre de rester équilibré en surface et d'avancer, c'est une propulsion bras. Donc ça veut dire que le battement jambe, il va être très aléatoire, plutôt équilibrateur que propulseur, mais l'élève va s'en sortir grâce à une propulsion bras. Donc, il faudra juste veiller à ce que cette propulsion bras, elle soit le plus réaxée possible. Mais voilà, c'est un point, donc pas d'obligation de passer par une propulsion jambe si vous voyez que vous avez des élèves qui sont plus à l'aise, pardon, sur la propulsion bras. Voilà, donc cet autre point de vigilance, autre élément de mon point de vue vraiment très très important, c'est que il n'y a pas d'antinomie. Voilà, en dehors de la question de la construction du corps flottant, malgré tout, vous pouvez intégrer tout à fait, notamment pardon, sur des séquences longues, du PMTG au milieu de votre session savoir nager. Je sais que certains établissements l'ont déjà totalement intégré. Mais dans l'exemple que je donnais sur la propulsion jambe, si vous travaillez avec des palmes, bah, aller pédaler ou rétro-pédaler ou pédaler avec des palmes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la construction du fouetté, elle peut être facilitée par cet accès à ce matériel. Donc une fois qu'on enlève les palmes, eh bien, on a d'une certaine manière reconfiguré la motricité des segments inférieurs et ça peut donner des résultats. Sur l'équilibre horizontal, le fait de regarder le fond de l'eau, le masque qui facilite largement cette posture. Donc voilà, on a des éléments qui sont transférables, c'est une certitude. Donc ne vous privez pas de ce type de levier. Donc vous allez peut-être ponctuellement quitter l'organisation ou la hiérarchisation de nos sept situations d'évaluation, mais ça sera pour mieux y revenir par la suite. Donc voilà, moi je suis convaincu de la transférabilité des approches et pas de dogme sur le sujet. Voilà ce que je souhaitais aborder. C'est une vidéo qui est assez longue. Vous pouvez la couper en plusieurs capsules. C'est pas moi qui le fais, mais voilà, prenez le temps. Mais je trouve important que vous puissiez accéder à ces éléments de compréhension. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans les établissements et bon courage pour la suite.